Je voudrais solliciter votre mémoire et faire appel à vos souvenirs d'enfant. La petite fille ou le petit garçon que vous étiez adorait certainement lire ou aimait regarder les dessins animés. Combien d'histoires ou dessins animés mettaient en scène un personnage noir, arabe ou asiatique? Aujourd'hui, beaucoup par nos vies sont parents. Il vous arrive très certainement de lire de petites histoires à vos enfants ou petits-enfants. Combien de ces livres mettent en scène un héros noir? En 2020, selon les statistiques publiées aux États-Unis, il y avait 12% de livres pour enfants avec des personnages noirs, 41% avec des personnages blancs, 29% avec des animaux et un faible pourcentage avec des personnages hispaniques et arabes. En France et en Belgique, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées. Mais on peut tout de même constater, en regardant le catalogue des livres pour enfants qui paraissent chaque année, que la majorité des personnages sont blancs. Ce qui est normal étant donné que nous sommes dans des pays où la population blanche est naturellement plus nombreuse. Ce qui n'est pas normal est la sous-représentativité des populations afro-européennes dans ces livres pour enfants. Depuis 1985 à ce jour, la Cooperative Children's Book Center de la faculté d'éducation de l'université du Wisconsin-Madison effectue une enquête annuelle sur la représentation des minorités dans les livres pour enfants. En effet, cette enquête montre une lente augmentation des représentations des personnages issus des minorités au cours de la dernière décennie, avec un changement drastique ces dernières années où on voit effectivement qu'il y a plus de représentation. Cette enquête nous montre qu'il y a plus d'animaux représentés dans la littérature jeunesse que de personnages noirs ou issus de la minorité. Beaucoup de maisons d'édition font le choix conscient d'invisibiliser les personnages noirs. Ce choix est souvent basé sur le fait qu'un tel ou tel livre ne se vendrait pas si les héros ou les héroïnes étaient noirs. Saviez-vous que Charlie aurait dû être un petit garçon noir? L'écrivain Roald Dahl souhaitait que le héros de son livre, Charlie et la chocolaterie, soit un petit enfant noir, avant que son agent ne l'en dissuade. Ceci a été révélé par sa veuve et son biographe lors d'une interview en 2017. Charlie et la chocolaterie racontent l'histoire de Charlie, enfant unique d'une famille pauvre et d'un chocolatier excentrique, Willy Wonka. Un jour, ce dernier fait une annonce fracassante. Il offrira une visite de son usine aux enfants qui trouveront 5 tickets d'or dissimulés dans les barres chocolatées. Par un heureux concours de circonstances, Charlie se retrouve en possession du précieux sésame. Charlie et la chocolaterie a été traduit dans 55 langues et a été publié à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde entier. Ce livre a fait l'objet de multiples adaptations au cinéma et au théâtre. En 1964, l'agent de Roald Dahl pensait que c'était une mauvaise idée d'avoir un héros noir. Il disait que les gens auraient demandé « mais pourquoi ?» Aujourd'hui, 58 ans plus tard, Ariel, la petite sirène, personnage phare de Disney, sera interprétée par une actrice noire. Beaucoup se demandent encore pourquoi. Disney a reçu des milliers de plaintes à ce sujet, alors que c'est un personnage fictif. L'enquête nous apprend aussi que de nombreux auteurs blancs ont créé des personnages de couleur. En ce faisant, ils ont promu des stéréotypes qui entraînent de fausses perceptions sur les personnes qu'ils représentent. On retrouve ça très souvent dans les BD. Par exemple, l'hypersexualisation de la femme noire, les grosses lèvres rouges, ou encore la petite fille en panne qui court dans la brousse. En 2018, à la naissance de mon fils, je me suis posé énormément de questions sur mon identité. Ou devrais-je plutôt dire ma double identité, afro-européenne. Je suis née au Rwanda, un petit pays au cœur de l'Afrique centrale,
En 1994, à l'âge de 7 ans et demi, le génocide éclate. Nous avons alors dû nous réfugier au Congo avant de fuir à nouveau. Après 3 ans de calvaire, nous arrivons en Belgique avec ma famille. J'ai alors 10 ans. Je peux enfin redevenir un enfant. Enfin, presque. Le manque de représentation dans les médias et dans les livres est visible, mais ne m'affecte pas. Pas plus que ça. Ce n'est pas ma priorité en ce moment-là. À la fin de mes études secondaires, je rêve de devenir architecte ou journaliste. Très vite, je réalise que je n'ai jamais vu de journaliste noir à la télé. Je décide alors de faire un baccalauréat en gestion hôtelière. À la fin de mes études, je vais à un entretien dans un très grand groupe hôtelier pour le poste de Food and Beverage Manager. Arrivé au rendez-vous, la réceptionniste me dit que pour le poste de femme de ménage, je dois patienter. Je lui dis alors que ce n'est pas pour le poste de femme de ménage, mais que c'est pour la fonction de Food and Beverage Manager. Elle me rit au nez et me dirige vers la salle de réunion prévue à cet effet. J'ai 24 ans, je suis une jeune femme noire qui vient d'obtenir son diplôme, et tout ce que cette personne arrive à voir en moi, c'est une femme de ménage. En larmes, je rentre à la maison sans passer l'entretien. Le soir même, je décide de retourner à l'école, cette fois-ci en cours du soir, pour faire un deuxième baccalauréat en ressources humaines. Je voulais être à la racine du recrutement. Ce jour-là marque un tournant dans mon histoire. Je me pose alors des questions sur mon identité. Je rêve en français, je parle en kinyarwanda et néerlandais, je suis rwandaise, africaine, mais en même temps, je suis belge. J'ai grandi dans ce pays, j'ai des attaches. Ayant quitté l'Afrique très jeune, je me suis construite ici. L'Afrique est dans mon cœur, mon quotidien est belge. Je n'arrive pas vraiment à définir mon identité. Suis-je belge? Non, pas complètement. Suis-je rwandaise? Pas complètement. Africaine? Pas complètement. À la naissance de mon fils, un autre grand tournant dans ma vie, ces questions refont surface. S'il est vrai que je ne suis pas complètement africaine, ni complètement européenne, alors que suis-je? Mes deux identités coexistent ensemble et se juxtaposent. Et je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à ces deux identités. Qu'en est-il alors de mon fils? Je savais que tout comme moi, il ne connaîtrait rien d'autre que la vie en situation de minorité. Contrairement à moi, je voulais qu'il puisse se voir représenté. Se voir représenté positivement dans la société dans laquelle il évolue. Je voulais qu'il puisse voir des personnes, des personnages comme lui faire de grandes choses, être traité avec respect et réaliser que lui aussi a un potentiel infini. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher des livres pour enfants, avec des personnages qui lui ressemblent. En ne trouvant pas grand-chose, je me suis renseignée pour savoir si j'étais la seule à faire face à ce problème. En effet, beaucoup de familles, dont la mienne, peinent à trouver des albums jeunesse avec des personnages auxquels leurs enfants peuvent s'identifier. Les livres que nous lisons lorsque nous sommes enfants ne se contentent pas seulement de nous apprendre les lettres et de nous préparer à l'école. Ce sont des supports d'éducation et de socialisation, susceptibles de participer à la construction d'inégalités sociales et de genre. En 1988, Emily Stein, éducatrice, a introduit le concept de livre miroir et de livre fenêtre. Selon elle, les livres miroirs reflètent la culture du lecteur et l'aident à construire ou à affirmer son identité. En 1988, Emily Stein, éducatrice, a introduit le concept de livre miroir et de livre fenêtre. Selon elle, les livres miroirs reflètent la culture du lecteur et l'aident à construire ou à affirmer son identité. Les livres miroirs aident les enfants à se sentir vus, à se sentir et à se savoir importants. Ces livres
qui mettent en évidence leurs expériences, va ainsi valider ces expériences et ces histoires. Les livres miroirs peuvent également ouvrir un monde de possibles aux enfants en leur montrant qui ils pourraient être et ce qu'ils peuvent faire. Les livres fenêtres, eux, permettent aux lecteurs de découvrir le monde extérieur. Ils donnent aux enfants un aperçu de la vie et du monde extérieur. Les fenêtres exposent les enfants à de nouvelles expériences, idées, intérêts, perspectives et façons de penser et de réfléchir, façons de penser et de faire les choses. Ils favorisent l'établissement des liens et la compréhension. Ces livres-fenêtres contribuent à éliminer les stéréotypes, les préjugés et les partis pris. Ce ne sont pas seulement les enfants afropéens ou sous-représentés qui ont besoin de représentation. Ce sont aussi les enfants qui trouvent toujours leur miroir dans les livres, qui ont besoin de ces livres. Car ces enfants ont un sentiment exagéré de leur propre valeur et une fausse idée de ce à quoi ressemble le monde. Le monde est diversifié. Les petites filles peuvent construire des cabanes et aller à l'aventure. Très longtemps, les ouvrages destinés aux enfants abritaient un nombre important de protagonistes masculins et présentaient les filles comme étant seulement destinées à des tâches socialement dévalorisantes. Dans les livres pour enfants, les filles utilisent la magie pour résoudre les problèmes, tandis que les garçons utilisent l'intelligence, la technologie et leur force physique. Aujourd'hui, cette époque est bel et bien résolue. Plus de la moitié des auteurs jeunesse francophones sont des femmes afrodescendantes. J'entends par là les écrivaines qui écrivent surtout des livres qui représentent vraiment la diversité. Elles sont afropéennes. Elles ont décidé d'agir, car ayant grandi sans réelle représentation, elles participent aujourd'hui activement à la construction de l'imaginaire des jeunes afropéens et des jeunes européens. Il ne reste que le système éducatif fasse tienne de la problématique pour mieux prendre en compte la composition de son public et participe ainsi à la représentativité des minorités.